Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation. Depuis les années 1960, Gilbert Durand a fondé et développé une méthodologie et une épistémologie novatrice de l'étude des imaginaires individuels et culturels, qui ont inspiré une école de Grenoble, qui n'a cessé d'essaimer à travers un grand nombre de centres de recherche en France et dans le monde. À côté de Claude Lévi-Strauss et de Roland Barthes, entre autres, il a su imposer, dès les années 1960, une science nouvelle des images, symboles et mythes. Se fondant sur une anthropologie symbolique, nourrie des travaux d'Ernst Cassirer, Gaston Bachelard, Carl Gustav, Jung, etc., Gilbert Durand a imposé l'idée de structure figurative de l'imaginaire, dont la mythocritique et la mythanalyse permettent de décrire les formes et fonctions, les invariants et les variations historiques et culturelles. L'approche durandienne, enrichie par une vaste culture historique, des religions gnostiques aux sciences microphysiques et pluriculturelles, du Brésil à la Chine, a été appliquée dans les domaines de la littérature, des arts plastiques et visuels, de la sociologie, de la psychologie, de la psychopathologie, des sciences de l'éducation, etc., et a inspiré des recherches en géographie, en sciences politiques, en sciences de la communication, publicité, médias, etc. La force créatrice d'une œuvre théorique ne se mesure pas seulement à ses applications littérales, mais aussi à sa capacité de se renouveler, de s'enrichir par l'étude de nouveaux objets, de se confronter à d'autres méthodes, de s'acculturer dans d'autres contextes culturels. Loin d'être un système clos, l'œuvre de Gilbert Durand a inspiré une épistémologie ouverte qui a permis, sur la base des acquis fondamentaux, de se préciser, de s'adapter à des champs nouveaux, de recevoir les apports d'autres écoles, courants ou traditions culturelles. Le présent volume veut donner une première photographie de la fécondité heuristique de la pensée de Gilbert Durand, en invitant un certain nombre de chercheurs confirmés, mais aussi des plus jeunes, à témoigner de la manière dont les idées durandiennes leur ont permis de renouveler l'approche d'objets disciplinaires ou transdisciplinaires, les incitant à ouvrir de nouveaux chantiers, à inventer des concepts complémentaires, à s'hybrider avec d'autres méthodologies. Il s'agit donc de témoigner que l'école de Grenoble continue à vivre, à travailler, à produire dans la lignée de son fondateur et inspirateur, mais sans dogmatisme, sans mimétisme, sans académisme. Autrement dit, les élèves ont su assimiler l'œuvre du maître, à égale distance d'une infidélité arrogante, typique des esprits parricides, et des disciples zélés qui finissent par servitude par caricaturer le maître. Les contributions ici rassemblées permettront de mieux situer l'émergence de la problématique de l'imaginaire dans différentes disciplines ou champs d'études, de présenter les innovations théoriques apportées par l'anthropologie de l'imaginaire de G. Durand, depuis près d'un demi-siècle, d'illustrer les innovations qu'elles auront permises, d'amorcer des éléments de prospective pour les chantiers actuellement en cours d'exploration. Chaque auteur témoigne ainsi de la rencontre de la pensée de Gilbert Durand avec un terrain d'application, en montrant comment les objets étudiés ont permis de confirmer, d'enrichir voire de faire progresser les cadres théoriques du durandisme. Ces études ne prétendent dresser aucun état des lieux synoptique, mais rassembler une fratrie de chercheurs qui ont su faire fructifier un héritage intellectuel en l'inscrivant dans le devenir sans cesse évolutif des sciences humaines et sociales, au-delà des modes éphémères et des stériles querelles d'école. Jean-Jacques Wunenburger. Imaginaire et rationalité chez Gilbert Durand. D'une révolution copernicienne à une nouvelle sagesse anthropologique. Jean-Jacques Wunenburger. L'œuvre de G. Durand, philosophe de formation, anthropologue de profession puisqu'il a occupé la chaire d'anthropologie culturelle à l'université de Grenoble, doit sans doute son rayonnement universitaire, dès la fin des années 1960, à sa contribution originale à l'étude des structures de l'imaginaire, d'une part par son traité théorique, les structures anthropologiques de L'. L'imaginaire, noté dorénavant C, consacré au relevé et à la classification des images fondamentales, organisant les mythes universels et les œuvres artistiques, des arts plastiques et surtout littéraires, d'autre part par sa thèse complémentaire consacrée au décor mythique de la Chartreuse de Parme de Stendhal, qui servait en quelque sorte de banc d'essai aux hypothèses d'essai, l'essai qui ont bénéficié d'un grand nombre d'apostrophes. L'édition et de traduction à travers le monde sont rapidement apparus comme un ouvrage fondateur pour beaucoup de travaux de critique artistique et littéraire, servant tour à tour de dictionnaire d'images et de symboles,
d'encyclopédies de l'imaginaire, de manuels de méthode, de fabriques de modèles interprétatifs, etc. Si G. Durand lui-même a tenu, dès la création en 1966 à Grenoble du Centre de recherche sur l'imaginaire, qui devait fonctionner comme un laboratoire de recherche pluridisciplinaire destiné à prolonger sa systématique de l'imaginaire, à s'adjoindre psychologues et sociologues, au milieu desquels il assurait son enseignement académique, nul doute que les étudiants et les chercheurs littéraires ont été les plus nombreux à expérimenter la fécondité heuristique de l'œuvre, au point en faire parfois un usage mimétique et mécanique, assez éloigné des présupposés et des implications de leur auteur. Cette captation littéraire de l'œuvre a sans doute été responsable de certaines lectures superficielles, qui ont masqué pour beaucoup de lecteurs novices, pressés ou peu initiés aux problèmes philosophiques, l'ampleur des innovations théoriques et la vigueur des ruptures épistémologiques. Sous le classement en régime et en structure des images, apparaissent en effet une logique, une axiomatique, une épistémologie, une théorie de la connaissance et finalement une bioanthropologie générale de l'Homo sapiens. Ces orientations lourdes ont d'ailleurs fait l'objet d'exposés et d'approfondissements réguliers, d'autant plus que G. Durand a pris une part active à divers mouvements de fond de l'histoire des sciences et de la connaissance contemporaine, se plaçant ainsi au cœur d'initiatives novatrices destinées à renouveler la compréhension de la rationalité. Si les travaux de G. Durand touchent à tous les grands domaines des sciences humaines, leur force et cohérence résultent avant tout d'une unité méthodologique et épistémologique, dont on va chercher à restituer quelques lignes directrices. On devrait ainsi mieux comprendre en quoi elles assurent une contribution de premier ordre au débat sur la rationalité humaine et sur les changements culturels voire de civilisation qui accompagnent cette fin de siècle. Structure et histoire de l'imaginaire, une nouvelle méthodologie. L'apport le plus aisément accessible de l'œuvre et qui guide déjà la composition d'essais porte certainement sur des innovations méthodologiques, que G. Durand n'a cessé depuis lors d'affiner, de renouveler et de complexifier. Ces études de l'imaginaire collectif et individuel ont d'emblée dépassé la forme d'inventaire monographique ou d'interprétation parcellaire de telle ou telle catégorie d'œuvres et de fiction. La reconstitution de l'organisation générale des images, visuelles ou textuelles, dont le mythe occupe une place centrale, lui a permis de conclure à l'autonomie de l'imaginaire et de mettre en évidence l'existence d'une logique spécifique, ce qui rendait caduque la plupart des théories dominantes de l'époque. Celles-ci, toutes plus ou moins rattachées aux philosophies du soupçon, cherchaient encore origine des représentations humaines dans différentes infrastructures, économiques pour les marxistes, ou inconscientes pour les psychanalystes freudiens. Il est significatif que cette orientation soit contemporaine de l'essor que prenait dans l'université française d'autres démarches qui s'engageaient également dans une approche non réductionniste des images, celle de l'anthropologie structurale de C.L. Lévi-Strauss, et celle de l'herméneutique phénoménologique du symbole menée par Périqueur. Si ces courants avaient chacun le mérite de mettre en évidence une composante de l'imaginaire, l'un en s'attachant au formalisme immanent aux fonctions intellectuelles, l'autre en étant davantage préoccupé par la quête du sens à travers des interprétations langagières, aucun ne semblait à G. Durand dépasser un point de vue unilatéral et parcellaire. Revendiquant déjà une démarche conciliatrice et synthétique, qui peut se résumer dans l'expression structuralisme figuratif, G. Durand se proposait de situer sa propre entreprise d'essai sous le signe d'un dépassement intégrateur de l'une et de l'autre. L'imaginaire humain apparaît en effet, si l'on veut bien partir de matériaux empiriques, bien plus convaincants que des spéculations abstraites, comme doté d'une double dimension que Lévi-Strauss et Ricoeur tendaient à dissocier. D'un côté, les productions symboliques obéissent bien à des procédures logico-formelles, elles-mêmes enracinées dans des montages neurobiologiques, qui se traduisent par des règles immanentes des organisation de Maytem, même si pour G. Durand, aucun formalisme mathématique ne saurait en épuiser la construction complexe. D'un autre côté, l'autodéveloppement catégoriel des images obéit aussi à une chaîne de signification en amont, les images étant liées à des archétypes et à des schèmes, qui sont donateurs ou révélateurs de sens, c'est-à-dire aussi d'attitudes et de valeurs existentielles. Ainsi l'imaginaire se présente comme une zone psychobiologique où se croisent, en un nexus indécomposable, des cadres architecturaux fixes, qui jouent le rôle de formes contraignantes logiquement,
et de contenus de pensée et d'affect qui permettent au sujet de donner un sens à son rapport immédiat au monde. La théorie durandienne, dès ses premiers développements, se situe donc résolument dans une direction syncrétique ou plus exactement synthétique, ouvrant ainsi déjà la porte à une anthropologie générale, dont le mot-clé sera la notion de trajet anthropologique. Par ce concept, il s'agit de mettre fin à une conception appauvrissante de l'imagination, qui était durant des siècles limitée à une activité passive et secondaire de l'esprit, jouant de manière fantaisiste avec des représentations flottantes et insignifiantes. Au contraire, G. Durand situe d'emblée l'imagination au centre des activités cognitives et comportementales, en y faisant collaborer toutes les strates constitutives du sujet, du biologique au culturel. Par là même, G. Durand, au lieu de s'en tenir à une banale science descriptive des images, comme le laissent penser certaines applications sommaires d'essais, édifie une nouvelle théorie de l'imagination, conçue comme une activité de fantastique transcendantale de l'esprit, par laquelle il reprend et approfondit les intuitions novatrices du kantisme et de certains poètes et métaphysiciens du romantisme allemand du XIXe siècle. Si l'imagination se présente donc comme un pouvoir générateur a priori de représentation, encore faut-il se donner les outils pour en restituer la vie interne, le pouvoir de créativité, qui se manifeste par un mélange paradoxal de redondance et de variations indéfinies. Un des apports majeurs de l'œuvre de G. Durand, ces dernières décennies, a consisté précisément à perfectionner des modèles méthodologiques pour saisir la complexité des activités et des œuvres de l'imagination. De ce souci permanent sont issus la mythocritique puis la mythanalyse, avec leur cortège de concepts novateurs, qui permettent de soumettre les productions d'images mythiques à une spectrographie fine et synoptique. Ces deux facettes ou moments de la méthodologie de l'imaginaire confirment éloquemment le souci de rendre complémentaires une approche analytique des éléments et figures symboliques et une approche globalisante qui situe les productions symboliques dans des conduites totales de sens, qu'elles soient celles d'un individu ou d'un groupe. Il est à cet égard significatif que G. Durand, dont l'itinéraire est à bien des égards parallèle au structuralisme rigoriste d'un Lévi-Strauss, ait en définitive accordé une place prééminente à l'histoire, au développement et au changement des catégories et des langages de l'imaginaire. Si dans le sillage d'une archétypologie, défendue par ailleurs par C.G. Jung et M. Eliade, dont il reprend maints postulats et résultats, G. Durand a bien cherché à identifier les invariants des représentations et des œuvres, il n'a jamais entériné une sorte de fixisme conservateur des atlas psychiques. Si l'on a pu parfois lui faire le reproche de céder à une démarche de type naturalisante, du fait de sa volonté d'inscrire les activités de l'imagination dans une infrastructure neurobiologique, confirmée de nos jours par le sciences cognitives, son intérêt croissant pour la diachronie dément tout procès unilatéral de ce genre. Car l'imaginaire, loin d'apparaître comme un monde clos et uniforme, du fait de l'unité du psychisme de l'anthropos, se présente au contraire, aux yeux de l'observateur empiriste qu'il est, comme une source indéfinie de diversité. Diversité d'actualisation culturelle selon des aires géoculturelles, conceptualisées à l'aide des métaphores hydrologiques de sources, flux et bassins, qui soulignent la fluidité, la dispersion des manifestations imaginaires à partir d'une racine ou source commune, diversification aussi dans le temps selon des aires culturelles successives, conceptualisées par un modèle rythmologique qui permet de décrire et même de prévoir des alternances cadencées d'actualisation et de potentialisation des apostrophes. Images dominantes, de référentiels mytho-symboliques dans une même culture. L'axe structuraliste de la méthodologie est donc bien conjugué avec un axe génétique, historiciste, qui est attentif avant tout aux variations, aux différenciations chronologiques et topographiques. En ce sens, les recherches de G. Durand peuvent figurer parmi les rares tentatives scientifiques dans le domaine des sciences humaines à avoir réussi à conjoindre, dans une même méthode, synchronie et diachronie, invariance et différence, structure et genèse. De ce fait, l'étude d'un imaginaire nécessite toujours à la fois la connaissance théorétique des formes universelles, c'est-à-dire la maîtrise de langage et des codes d'organisation des images, et la connaissance empirique, concrète des manifestations contingentes, ponctuelles et locales, d'un imaginaire donné, dans une culture ou chez un créateur. Tel est bien le signe de reconnaissance des nombreux articles spécialisés de G. Durand, une alliance impressionnante entre une grande abstraction philosophique qui manie des principes logico-symboliques,
des concepts classificateurs et une érudition encyclopédique qui cernent au plus près les circonstances historiques, les particularités événementielles, qui colorent les figures génériques et génératrices de l'imaginaire. Ainsi les images constituent une sphère complexe, qui doit être radiographiée sous des angles variés voire contradictoires, puisqu'elle relève à la fois de systèmes et d'événements, de lois générales et de bifurcations singulières. Il y a donc bien place, chez G. Durand comme pour un Spengler ou un Toynbee, pour une marche de l'esprit humain exposée à des situations nouvelles, de droit imprévisible, même si l'orientation générale de la marche peut être prédite. G. Durand ne cesse de dénoncer les méfaits pour l'histoire de l'imaginaire, d'une vision eschatologique et millénariste, typiquement occidentale, qui n'est qu'un mythe parmi d'autres, et qui a le défaut d'enrégimenter l'imaginaire dans un scénario totalitaire, progressiste en l'occurrence dans le cas de la tradition judéo-chrétienne. Cette position ne l'empêche cependant pas de considérer qu'elle est ordonnée par une mélodie de forme qui la met à l'abri du pur désordre, de l'anarchie, du chaos, cher au nihilisme postmoderne. En fin de compte, les choix méthodologiques nécessitent une pensée souple et subtile, apte à tenir les deux bouts opposés d'une chaîne, un a priori catégoriel et un a posteriori factuel, l'imaginaire étudié se trouvant toujours à l'intersection de tendances profondes et de variations de surface, ce qui n'est pas sans les rapprocher de ce paradigme dominant de la rationalité contemporaine qu'est la théorie des catastrophes de Ayrton, pour qui déterminisme latent et rupture d'ordre prennent place dans une même science. L'unité archaïque de l'imaginaire et de la rationalité. Au-delà de ces choix méthodologiques, l'œuvre de G. Durand met en jeu, à un niveau plus profond, une interprétation décisive quant au rapport entre l'image et le concept, le symbolique et le digital, le mythopoétique et le scientifique. Par là, le structuralisme figuratif est aussi porteur d'une théorie de la connaissance et de son corollaire, une théorie de la science, c'est-à-dire au sens strict, une épistémologie. Marqué très tôt par l'œuvre, atypique dans le paysage intellectuel français, de G. Bachelard, G. Durand y trouve un encouragement à réévaluer le psychisme onirique, appelé aussi nocturne, dont le philosophe fut un explorateur raffiné et perspicace. Avec Bachelard, le droit de rêver trouvait une place égale au devoir de conceptualiser, et l'imagination se voyait reconnaître des lois internes tout aussi contraignantes que les lois logiques, constitutives de la vérité scientifique. G. Bachelard, en établissant une symétrie de fonctionnement entre l'imagination et la raison, toutes deux marquées par un mobilisme dialectique continu, devait toutefois penser, en écho peut-être au romantisme allemand et au surréalisme, que ces deux activités psychiques étaient antagonistes, et même exclusives l'une de l'autre. De sorte que le travail théorétique de la raison impose aux chercheurs une épuration de ces images premières, et le travail poétique une sorte de libération à l'égard des structures rationnelles. Pour G. Durand, cependant, l'étude des contenus de l'imaginaire, mais aussi la psychocritique des activités cognitives des scientifiques, permet d'établir au contraire une étrange perméabilité entre images et concepts, entre mythes et théories abstraites. L'imaginaire n'est pas l'inverse de la rationalité, et l'imagination n'est pas étrangère au travail de conceptualisation, de raisonnement ou de spéculation de l'intelligence abstraite. La mise au jour des structures de l'imaginaire oblige en effet, de manière surprenante, eu égard au modèle logico-cognitif dominant depuis la victoire des intuitions aristotéliciennes et cartésiennes, à constater que les types de structuration de l'imaginaire sont homologues à ceux de la raison claire et distincte. Ainsi le régime diurne, responsable des structures diaérétiques des représentations, se développe autour de principes et de relations semblables à ceux de la rationalité identitaire, qui a servi de vecteur à la formation des idéaux de vérité philosophico-scientifique en Occident. À l'opposé, le régime nocturne, en particulier sous la forme des structures intimistes et mystiques, loin d'être réservé aux activités poétiques et oniriques, met en œuvre des principes et des relations qui se retrouvent dans des procédures et des énoncés spéculatifs, philosophiques ou théologiques, par exemple. La classification isotopique de l'imaginaire atteste donc, de manière subversive, des correspondances étroites entre les productions mythico-symboliques et les productions théorétiques abstraites. Il n'est pas étonnant que G. Durand ait très tôt été renforcé dans ses modélisations par différentes entreprises logico-scientifiques contemporaines, qui retrouvaient à partir de leur objet propre, une semblable structuration trialectique de l'esprit.
Il en résulte deux conséquences majeures. D'abord, la rationalité éclairée à partir d'une archétypologie des représentations plurielles ne saurait être réduite à une forme unidimensionnelle associée à la seule logique identitaire. Les spéculations philosophiques et scientifiques relèvent, de facto, d'une diversité de régimes et plus précisément peuvent être rattachées aux trois systématiques qui ont une égale dignité et fécondité. Si beaucoup d'œuvres marquantes du corpus spéculatif occidental sont bien d'inspiration schizomorphe, fondant ainsi une tradition de rationalité dualiste, d'autres au contraire, obéissent à des structures glichromorphes et d'autres encore, et non des moindres, puisqu'on peut y rattacher l'ensemble des ratiocinations dialectiques modernes, de type HE accent aigu GE accent aigu LO marxiste, même si elles n'en constituent souvent qu'une expression tronquée, relèvent des structures synthétiques et cycliques. Il faut donc conclure de cette lecture décapante que l'activité abstraite de l'esprit se ramène au moins à trois types de rationalité, qui ont chacune leur logique propre et leur champ d'actualisation. Sous cet angle, il apparaît en particulier que la science, qui s'est placée longtemps sous la seule bannière d'une rationalité identitaire, non seulement intègre souvent et parfois à son insu, dans certaines de ses procédures heuristiques ou théorétiques, des logiques alternatives, mais de plus gagnerait souvent en efficience pour rendre raison de la nature ou de l'esprit en changeant de régime ou de structure de pensée. À cet égard, G. Durand n'a cessé d'identifier et de valider des démarches scientifiques contemporaines, qui malgré les résistances de l'idéologie scientiste dominante, et en s'appuyant sur certains bouleversements de la représentation scientifique du monde, la mécanique quantique par exemple, ont obtenu des résultats inédits en se déployant selon des logiques non dualistes et non identitaires. La science d'aujourd'hui a donc tout à gagner à renouer avec le tableau complexe de l'esprit humain révélé par l'étude de l'imaginaire, et à multiplier les logiques abstraites autant que l'imagination joue sur la palette de ses syntaxes et sémantiques multiples. Mais l'enjeu ultime de cette unité-totalité de l'imaginaire et de la rationalité, qui se déploie à partir d'une arborescence commune, est encore plus déroutant. Si la rationalité se greffe sur le même socle que l'imaginaire apparaît corollairement comme structuré sur le même modèle que la raison. Il n'y a qu'un pas à franchir pour poser et penser dès lors une unité transcendantale de l'esprit, en tant qu'arcaché de la formation des catégories mentales, capable d'ordonner le réel à partir d'archétypes, de sorte que les pouvoirs idiosyncrasiques de l'imagination et de la raison deviennent de simples polarités, des cristallisations tendancielles d'une même activité psychique. La raison ne saurait donc plus être pensée comme une faculté autonome, qui trouverait en elle-même des lois propres, mais serait un mode de représentation, qui traduit abstraitement ce que l'imagination conjugue selon des représentations affectivo-symboliques. Bien plus, la raison ne devrait plus être posée comme une sphère supérieure, par rapport à laquelle l'imaginaire serait un centre de déliaison obéissant aux seules lois d'association, sans prise sur la vérité, mais à l'inverse, la raison apparaît à la limite comme une activité régionale, restreinte, de l'esprit, dont l'imagination serait la forme amplifiée, généralisée. L'imaginaire, en fin de compte, englobe bien plus la raison que la raison n'exclut l'imaginaire. Qu'est-ce à dire d'autre sinon que l'imaginaire est première anthropologiquement, et que la raison fonctionne comme une imagination rectifiée ou appauvrie. Par là, G. Durand conforte l'intuition novatrice, mais vite refoulée, d'un Kant pour qui la racine des activités cognitives de la sensibilité et de l'entendement pouvait déjà être nommée l'imagination créatrice. Au terme de ces nouvelles considérations, il apparaît que la pensée durandienne ébauche une véritable philosophie de l'esprit à laquelle elle impose un renversement, un demi-tour sur elle-même, si la connaissance, en tant qu'activité humaine de production de représentations sensées, qui rend conscient de l'ordre total du réel, semblait reposer jusqu'ici, de manière dominante, sur le centre de gravité de la raison, posée comme instance autarcique, elle est soumise à présent à une véritable révolution copernicienne qui la déplace de la périphérie vers le centre. L'imagocentrisme remplace ainsi le logocentrisme comme dans les théories cosmologiques, l'héliocentrisme a détrôné le géocentrisme. Si un tel renversement est fondé, et l'œuvre de G. Durand lui fournit de multiples arguments, il marque une étape capitale dans le long discours que l'Occident a produit sur ses propres outillages cognitifs, et amorce une autre science de l'esprit qui n'est pas sans rejoindre enfin ou à nouveau les grandes axiomatiques qui ont sous-tendu les pensées non occidentales, en particulier orientales,
et donc de manière générale la pensée traditionnelle. En prenant en compte ces acquis, les sciences humaines du XX siècle pourraient donc, pour G. Durand, dégager une épistémé qui rendrait possible une conversion de la rationalité occidentale, point de départ d'une nouvelle conscience anthropologique. Ainsi s'éclaire mieux la double insistance de G. Durand sur l'importance de l'anthropologie et de la tradition. Les sciences de l'imaginaire permettent en effet de trouver certaines lignes de force profonde de l'anthropologie, entendue comme science de l'espèce humaine, considérée dans la multiplicité de ses facettes, biologiques et culturelles, qui conclut à la subordination des fonctions abstraites aux fonctions symboliques. De ce point de vue, l'Homo sapiens d'aujourd'hui n'est qu'une forme évoluée ou involuée d'un Homo symbolicus ou des minces, pour qui le rêve a autant d'efficace que la ratiocination. Si la vocation à l'abstraction constitue un fait culturel irréversible, il n'en reste pas moins que la strate première de l'anthropos n'a pas disparu, mais demeure comme la structure de base de toute activité humaine, de même que le paléocortex reptilien continue à œuvrer chez l'homme sous le néocortex. Conséquemment, il n'est pas étonnant que cette vérité anthropologique apparaisse de manière plus transparente dans les productions intellectuelles de la tradition, alchimie, hermétisme, gnose, etc., qui, plus que la culture philosophique et scientifique dominante, a su garder le contact avec les racines symboliques. L'intérêt de G. Durand pour la pensée traditionnelle, qu'elle soit occidentale ou orientale, ne témoigne donc d'aucune nostalgie régressive ou d'un conservatisme passéiste, avant-coureur d'un obscurantisme redouté, comme le répètent divers critiques progressistes et scientistes, mais au contraire, une curiosité scientifique pour l'archaïque, pour ce qui constitue le soubassement éternel de l'espèce, de ses comportements pratiques et intellectuels. La tradition est ainsi porteuse non d'un passé révolu, mais d'une présence cachée, qui est en train de manifester à nouveau en ces temps de crise et de passage, sa permanence et son efficience. Le sociologue que veut être G. Durand, loin de céder à une utopie traditionnaliste, décrit seulement des manifestations psychiques en émergence, qui trouvent dans la culture traditionnelle leur forme archétypique. Vers une science de l'homme qui devient sagesse. Cette relecture de l'épistémologie, qui aboutit à redistribuer les contenus et les contours de l'imaginaire et de la rationalité, débouche en fin de compte sur une vision globale de l'homme et sur une véritable philosophie normative. Certes, les recherches de G. Durand se placent d'abord sous l'égide d'une sociologie compréhensive, avant tout soucieuse de descriptions empiriques, seule à même de dissoudre les obstacles épistémologiques nés d'une méthodologie prométhéenne de l'Occident, qui s'est d'ailleurs pervertie en barbarie de civilisation, mais elles n'en sont pas moins porteuses d'une vision axiologique, qui veut tirer les conséquences d'une aventure intellectuelle, qui ne semble plus à même de répondre aux défis de l'humanité d'aujourd'hui. L'exploration de l'imaginaire a permis d'attester combien la production symbolique constitue le socle du processus d'hominisation, et irrigue la totalité des faits culturels. Elle autorise par là même à définir un usage pathogène de l'esprit et de la culture, et donc à élaborer des parades contre des déviations nocives. Celles-ci tiennent en fait à une double frénésie, pour reprendre l'expression d'Ashbergson, c'est-à-dire à une double polarisation unidimensionnelle des structures anthropologiques. D'une part, la civilisation peut être exposée à un déséquilibre né de l'atrophie de l'imaginaire. Certes, l'humanité engendre des images, des symboles et des mythes par une pulsion irrépressible, obéissant à une sorte de principe de constance des lois de la fantastique transcendantale. C'est bien pourquoi la mythopoïétique de l'humanité reste invariable, et nos sociétés prétendument rationalisées continuent à être porteuses ou productrices de mythes, même si leurs canaux de circulation sont obstrués. Les mythes ne disparaissent pas, bien au contraire. Ils se métamorphosent continuellement. Ils peuvent à la manière des eaux souterraines s'enfouir, devenir subliminales, avant de connaître des résurgences en des lieux bien éloignés de leur écosystème primitif. Il reste que telle ou telle configuration de l'imaginaire peut se heurter à des congères, rencontrer des résistances, qui n'en permettent plus l'expression culturelle, la reconnaissance consciente, la cristallisation psychique. De ce point de vue, par exemple, si le sacré, entendu comme l'imaginaire des dieux, apparaît bien comme un mode premier de bourgeonnement symbolique de l'anthropos, la progressive désacralisation et surtout le brutal effondrement actuel des institutions religieuses en Occident peuvent entraîner un dysfonctionnement inquiétant de l'imaginaire,
dans la mesure où il ne se trouve plus de champ d'actualisation pour la symbolique de la transcendance. Même si le sacré est réinvesti ailleurs, comme l'établit la sociologie religieuse, et si les phénomènes para-religieux se multiplient à mesure que les religions instituées s'affaiblissent, il n'en reste pas moins que le capital symbolique s'érode et ne trouve plus de chemin d'expression adéquat. La culture est alors victime d'un processus de refoulement, comme l'a vu Freud dans un registre trop étroitement sexualisé, qui se paye au prix d'un mal-vivre névrotique voire psychotique. Le malaise dans la civilisation, déjà diagnostiqué, tient alors avant tout à un imaginaire atrophié, qui n'irrigue plus le psychisme individuel ou collectif. Cette hypotrophie des manifestations laisse certes place à des rhizomes, à des bricolages sauvages, mais qui ne sauraient prétendre tenir lieu de croissance naturelle de la vie symbolique. À l'extrême opposé, la frénésie culturelle peut libérer des contenus imaginaires sous forme de bouffées délirantes, qui submergent dès lors l'équilibre polymorphe de la psyché. Une excroissance de mythes, ayant rompu leurs amarres, peut certes donner l'illusion d'une compensation à une surcharge de rationalité froide. Mais l'expérience montre que cette décompensation déréglée de l'imaginaire engendre des monstres et est responsable des pires catastrophes historiques. Le symbolique s'effondre alors dans le fantasmatique, dans la régression pulsionnelle, dans la consommation déréalisante. L'anthropologie durandienne de l'imaginaire permet dès lors de diagnostiquer par exemple, dans la montée de la mythologie nazie, non une épiphanie glorieuse, mais au contraire, un prototype d'imaginaire pathologique, parce qu'il coupe l'imaginaire de sa pluralité et réduit ses figures à des stéréotypes appauvris. Paradoxalement d'ailleurs, l'actuelle civilisation de l'image, qui pour beaucoup serait le signe favorable d'une saine compensation aux excès de la surrationalité culturelle, n'est peut-être pas si éloignée qu'il n'y paraît d'une expansion pathologique. La prolifération d'images électroniques et éphémères à l'ère des téléimages et des vidéoclips engendre certes une iconosphère luxuriante, qui multiplie des stimuli puissants émotionnellement, mais risque aussi de provoquer une sorte de passivité et d'anesthésie psychique qui annihile le pouvoir symbolique plus qu'ils ne le nourrissent. Bien des mythes circulent et se renouvellent dans ces kaléidoscopes d'images, mais ils risquent de ne plus rencontrer chez des destinataires amorphes les médiations psychiques qui permettent de les intérioriser et de les amplifier. L'excédent d'images peut donc être aussi néfaste que leur raréfaction, car dans les deux cas l'imaginaire, loin d'insérer l'homme dans un univers de sens, provoque une dénutrition symbolique. C'est bien pourquoi les travaux de G. Durand, à partir des orientations épistémologiques antérieures, se présentent de manière de plus en plus insistante comme un procès de la civilisation contemporaine. En dépit de maints symptômes qui attesteraient une remise en question d'une rationalité, qui par bien des aspects est reconnue comme morbide, l'Occident n'a pas encore atteint à la sagesse nécessaire pour intégrer dans ses modes d'être et de vie les vérités anthropologiques que d'autres civilisations semblent avoir mieux préservées. Également méfiant envers la haine de soi, qui mine bien souvent le discours occidentalophobe et envers l'optimisme béat des tenants du New Age, qui croient déjà posséder les outils pour entrer dans une ère de renouveau de l'humanité, G. Durand ne cesse de tracer une voie étroite pour une réforme de l'esprit qui serait aussi une réforme de l'art de vivre. Plutôt que de se laisser aller à la tentation plaintive et stérile du moralisme, G. Durand pense que la réorientation qui n'est pas encore le salut de notre civilisation contemporaine passe avant tout par un travail scientifique. Seul l'approfondissement de la connaissance de l'anthropos, selon les normes rigoureuses d'une science compréhensive et globale, peut aider à rectifier les comportements et les valeurs dominantes, de plus en plus perçues comme mortifères. En ce sens, l'œuvre de G. Durand reste profondément attachée à une sorte d'éthique intellectualiste de la connaissance. Nul prophétisme moral ne remplacera à ses yeux le patient dévoilement de la vérité de la nature humaine. C'est à partir d'une connaissance d'elle-même, de ce qu'elle est en tant qu'espèce humaine, soumise aux lois du cosmos et de la vie, que l'humanité peut espérer mettre fin à ses illusions et à ses errances. Et la connaissance de sa constitution imaginaire, de sa réserve de mythes et de symboles, constitue la tâche primordiale pour échapper à la crise nihiliste dans laquelle elle ne cesse de se débattre. Bel hommage rendu, paradoxalement, à la science occidentale pour autant qu'elle ne devienne pas une fin en soi, mais permette de donner un sens à cette tranche de vie qui sépare chacun de la mort.
Antiquité classique et méthodologie de l'imaginaire, un dialogue fécond. Joël Thomas. Dans tout chaos est un cosmos, et dans tout désordre un ordre secret. C.G. Jung, Les racines de la conscience. Deux choses menacent le monde, l'ordre et le désordre, P. Valéry. Dans les dernières décennies, les études sur l'imaginaire ont connu un grand développement, et l'on peut dire qu'elles ont renouvelé et modifié le champ des sciences humaines, jusqu'à en devenir un nouvel acteur et un opérateur méthodologique incontournable. Il eût été dommage que les études anciennes se tiennent à l'écart de ce renouveau. Ne pas participer à ce nouveau chantier eût été d'autant plus grave que les études anciennes sont dans une situation de crise. Dans leur enseignement, qui est remise en question dans beaucoup d'universités et tend à les prendre en compte au même titre mais pas plus que l'égyptologie ou les études orientales, et même dans leur existence, au nom d'un jeunisme ambiant qui les rejetterait volontiers dans les limbes d'un passé considéré comme révolu. Les études sur l'imaginaire apparaissent alors comme un moyen particulièrement efficace de proposer une relecture des textes anciens en particulier, et de la civilisation gréco-romaine en général, qui permettent d'en faire apparaître l'actualité. Il ne s'agit pas de verser dans une démagogie facile, entre le discours complaisant et peu scientifique du « nous sommes tous semblables », et l'aridité excessive d'un discours hyperspécialisé qui met l'accent sur les seules différences. Les méthodologies de l'imaginaire, elles, se fondent sur le repérage de dynamisme organisateur des constellations d'images. Cette lecture attachée à définir les relations entre les objets, pour comprendre les objets eux-mêmes, situe les champs culturels dans une unitas multiplex. Une permanence qui les inscrit dans une chaîne de récurrence, en diachronie ou en synchronie, mais aussi une diversité qui donne à chaque création, à chaque institution une coloration unique, assurant son originalité et sa spécificité. Les tenants du tout semblable, et ceux du tout différent, sont donc renvoyés dos à dos, au profit d'une lecture équilibrée, qui prend en compte tous les paramètres de ce qu'il est convenu d'appeler une situation complexe. La crise même des études anciennes provient en partie, avons-nous dit, de ce que le grand public ne voit plus les liens qui relient l'Antiquité à notre monde. Le meilleur antidote n'était-il pas une méthodologie qui précisément fondait sa démarche sur la mise en évidence des liens qui tissent le sens ? Explorer l'imaginaire de l'Antiquité, c'est donc faire une typologie des dynamismes organisateurs qui lui donnent sens. Dès les années 70, j'ai personnellement vite mesuré les extraordinaires implications, la puissance d'évocation contenue dans les structures anthropologiques de l'imaginaire de G. Durand. Seul alors P. Cambronne s'était engagé dans cette voie, avec une thèse sur l'imaginaire de l'œuvre de saint Augustin. La quasi-totalité des antiquistes ignorait ces nouvelles méthodologies, où « imaginaire » n'était d'ailleurs pas distingué d'imagination. Nos recherches suscitaient au pire la diabolisation par suspicion d'hérésie scientifique, souvent une indifférence affichée, au mieux un intérêt poli. Après avoir publié une thèse sur les structures de l'imaginaire dans l'Énéide, je fus heureusement surpris de son impact, d'abord dans d'autres secteurs. La philosophie, la littérature comparée, et aussi les sciences exactes, soucieuses de confronter leur modélisation aux nôtres, pour ne pas parler du magique cercle d'Eranos, toujours pionnier en la matière. Mais aussi, et ce fut une bonne surprise, dans le milieu des latinistes et des hellénistes. L'écho fut suffisant pour que je puisse envisager, en 1988, de créer à l'Université de Perpignan une équipe de recherche sur l'imaginaire de la latinité, l'EPRIL, composée essentiellement de chercheurs étrangers à notre petite université, qui devint ainsi l'épicentre de ce regroupement. On ne saurait alors passer sous silence le cousinage qui s'établit entre notre recherche et des travaux aussi talentueux que ceux de J.P. Brisson, H. Bardon, J.P. Vernant, M. de Tienne, P. Vidal-Naquet, ou P. Venn, dont les encouragements, alors même que son approche personnelle est très différente de la nôtre, nous ont été un fort moteur. Dans leur propre approche, ces chercheurs ont souvent suivi une route proche de la nôtre, ce qui nous a confortés dans la pertinence de nos méthodes. L'Épril gagna alors sa reconnaissance officielle en devenant une équipe d'accueil pluridisciplinaire, le VECT, voyage, échange, confrontation, transformation, qui centre sa problématique sur l'application d'une pensée méridienne de la complexité au monde méditerranéen, un axe étant réservé à l'étude des mondes méditerranéens anciens. La dimension pluridisciplinaire, et même transdisciplinaire, de notre groupe nous permet donc de mieux cerner les dynamismes de l'imaginaire, dans la durée,
de suivre leur métamorphose et aussi de les saisir dans leur genèse. C'est ainsi qu'une coopération avec le Centre d'études préhistoriques de Tautavel, dirigé par le professeur H. Delemley, et partenaire de l'Université de Perpignan via Domitia, nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de la genèse de la pensée symbolique dès son apparition associée à la taille des bifaces. C'est une problématisation inspirée de la Gestalt Theory, la théorie de la forme, qui m'a semblé la plus efficace pour nous faire comprendre à la fois la présence d'une forme de créativité dès ses premières créations d'Homo sapiens, mais aussi la permanence de formes symboliques stables, qui vont présider entre autres à l'installation de l'imaginaire gréco-latin, en passant par une étape intermédiaire que L'. On peut repérer par exemple, dans les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles, datées approximativement de circa 2000, en particulier la gestion simultanée non agonistique, d'une approche logique et d'une approche intuitive, d'un recours à l'image et d'un recours au concept, et aussi la tendance à dépasser le conflit des contraires dans une situation émergente dont la résultante tend vers une forme d'harmonie, dont ce que nous appelons le beau serait une conséquence. Cette recherche est devenue, sous le titre Mythes et savoirs dans les textes grecs et latins, un des thèmes de notre réseau thématique européen, le phénomène littéraire au 1er siècle de notre ère, regroupant les universités de Cracovie, Lausanne, Lille 3, Paris 4 Sorbonne, Perpignan via Domitia, Picardie, Toulouse 2, Trieste, Wrocław et bientôt Lisbonne. En effet, c'est la Gestalt Theory, la théorie de la forme qui va nous aider à comprendre le processus dans sa genèse. On sait que pour la Gestalt Theory, la forme est un ensemble structuré existant comme un tout. Elle est une des composantes du cosmos, son dynamisme organisateur. On ne saurait donc parler dans un discours symbolique, d'être, c'est-à-dire de force et de matière en séparativité. Ils sont dans une triade où la forme donne sens parce qu'elle met en relation. Ainsi, les forces du cosmos ne peuvent être connues de nous qu'à travers les formes. L'homme primitif va privilégier des formes stables, celles de la nature derrière laquelle il sent la force cosmique. Dans un premier temps, c'est la pierre elle-même qui apparaît comme lieutenant du monde, représentation d'autre chose qu'elle-même. Mais l'homme s'aperçoit aussi qu'il peut agir sur cette pierre, que s'il la sélectionne en fonction de l'efficacité de sa forme, ou plus tard s'il la modifie, l'optimise en la taillant grossièrement, il en fait un outil auquel il imprime sa marque. L'outil ainsi conçu n'est pas fondamentalement différent de la pierre non taillée, dans ses résonances imaginaires. Tous deux sont considérés comme chargés d'une force et donc potentiellement d'une efficacité. Nous ne sommes pas loin d'une forme archaïque de magie. Mais la différence capitale introduite par l'apparition de l'outil, c'est que pour la première fois l'homme se pose comme démiurge. C'est lui qui donne sens à l'outil. À un moment, il décide d'être acteur dans la pièce qui est en train de se jouer autour de lui. Il n'est plus passif, agit, traversé par des forces. Il suscite et modifie les énergies. Et cela, il y parvient parce qu'il modifie les formes qui l'entourent. Ainsi jaillirait aussi l'idée du beau. L'artifex, l'homo faber fait émerger la force de la matière, il donne forme, donc sens. Il devient un collaborateur dans l'organisation du cosmos. Et la forme la plus parfaite sera belle, c'est-à-dire harmonieuse, en accord avec la force dont elle est l'émanation. Le geste juste est donc le plus économique, le plus équilibré. En même temps doux et ferme, mesuré mais précis, il donnera la bonne forme et le bel instrument, à la fois masculin et féminin, efficace et beau à voir. On sait que de nos jours encore, dans le monde de la musique, le bon facteur d'instrument ne sait pas expliquer comment il sélectionne ses bois. Il les touche, il les regarde. Il établit entre lui et la matière une affinité intuitive qui se développe avec l'expérience et lui permet de savoir ce que le bois va donner en sonorité. Il y a bien là l'alliance à deux têtes, pour reprendre une heureuse formule de C.L. Lévi-Strauss, appliquée à l'imaginaire des sociétés traditionnelles, d'une intuition et d'une technique qui a perduré à travers les cultures et qui repose sur l'idée que la force habite la forme. En allant plus loin, on remarquera que le bon archer, dont Apollon est le paradigme, est celui qui pratique le tir de façon instinctive au-delà de la technique qu'il maîtrise mais qu'il a dépassée, oubliée, car la justesse du coup d'œil Eustochia, qui est une des valeurs de la métisse, réside justement dans la capacité de concilier l'intuition et la techné, et Apollon sonore fait jaillir la voix et le chant divin de l'arc et de la lyre, ces instruments qui sont à la fois faits de main d'homme et habités par le Dieu.
À partir de ces soubassements, il était alors possible de lancer plusieurs chantiers qui prennent en compte une exploration plus systématique de la pensée antique, dans la perspective d'une relecture irriguée par la notion d'imaginaire. Nous proposerons 5 axes, qui nous semblent situer les champs essentiels de nos orientations. Un d'abord est bien sûr, une relecture de la pensée mythique, ce magnifique livre d'images qui nous dit le monde, et nous le donne à voir sous une forme autre que discursive. L'image se substitue alors au concept, avec ses stratégies propres. Pour les analyser, il fallait poser les principes d'une nouvelle grammaire de l'image, ce que nous appelons à la suite de J. Boulogne, un système mythologique. C'est un des domaines les plus foisonnants, d'autant qu'il se répercute sur l'analyse des genres littéraires, poésie, romans qui en sont nourris. La mythologie gréco-romaine est sans doute l'une des plus riches au monde. Pour entrer dans sa complexité, dans sa polysémie, pour saisir que chaque épisode est intégré dans une structure holiste, il est une partie de la structure d'ensemble, et il est en même temps à lui seul un résumé complet de toute la structure. Pour décliner toutes les variations d'un même mythème, il nous faut ce nouvel outil que nous apportent les méthodologies de l'imaginaire. Prenons un exemple, la métaphore du fil et du voile tissé dans le mythe de Thésée. Elle irrigue tout le récit, car elle se cristallise sur la figure d'Ariane abandonnée à Naxos et foulant aux pieds son voile nuptial déchiré. Mais la complexité du mythe nous montre que ce symbole du tissu ne prend sens que par ses projections en amont et en aval. En amont, le voile déchiré ne s'explique que parce que Thésée n'a pas voulu croiser son fil nuptial avec celui qu'Ariane lui proposait, avec le fil déroulé dans le labyrinthe. La déchirure du voile nuptial est le symbole de cet échec et de cet hymen inachevé. En amont, Thésée de retour à Athènes oublie de hisser la voile blanche et son père Égée se suicide. Or cette voile est elle-même un tissage. Du début à la fin, la métaphore des fils croisés irrigue le récit et lui donne sa continuité. Nous sommes bien en situation spéculaire et en structure holiste. Chaque élément de la structure reflète toute la structure et contient à lui seul toute la structure. 2. Mais aussi, les méthodologies de l'imaginaire permettent une exégèse particulièrement heuristique des grands textes littéraires. L'analyse de l'Énéide nous fut le support à l'exploration de l'imaginaire d'une grande épopée fondatrice, l'Énéide, traditionnellement décrite comme l'épopée de Rome et d'Auguste. Mais tout restait à dire sur le processus initiatique qui conduit lentement le héros de l'ombre vers la lumière, de l'ignorance vers la révélation, et lui apprenant à déchiffrer une grammaire cosmique de signes qui l'entourent et qui lui permettent de s'orienter. Il découvre alors que le mystère ne se cache pas dans les choses, mais que c'est son propre aveuglement qui lui rend le monde mystérieux. Tout l'enjeu de la démarche initiatique est donc d'apprendre à lire, pour donner sens à son propre espace intérieur, en même temps qu'à l'espace que parcourt le héros. La rigueur même des protocoles mis en place nous permettra ensuite de repérer la même structure initiatique dans des textes appartenant à un tout autre genre, et qui, dans une approche exégétique plus classique, seraient d'emblée considérés comme hétérogènes. Les bucoliques de Virgile, rattachés à la première manière alexandrine du poète, mais qui, par leur schéma agonistique, contiennent en germe toute la matière initiatique de l'Énéide, et aussi les romans latins postérieurs, en particulier les Métamorphoses des apostrophes. Apulée, dont le récit est organisé sur un schéma très comparable à celui de l'Énéide. Un axe central des révélations, autour duquel bourgeonne toute une floraison de récits représentant l'hypostase de cette trame formatrice dans la complexité du vivant. À travers cette arborescence, on comprend mieux la relation entre le même et l'autre, entre l'un et le multiple. Unitas multiplex, qui nous donne le sens profond d'une forme anticipatrice d'intertextualité. La complexité des récits entrelacés qui les renvoient les unes aux autres et les entrelace dans un réseau signifiant où tous s'éclairent réciproquement et renvoient eux-mêmes à d'autres réseaux situés ailleurs dans l'espace, dans le temps, dans les genres littéraires et qui se mettent en résonance avec eux. Par exemple, la résonance se fera entre textes littéraires et corpus iconographique. C'est finalement la vérification par les théories de la complexité, de la profondeur des théories alexandrines de l'ekphrasis, définie comme une transposition virtuose d'un genre à un autre. Au-delà du simple exercice technique, nous repérons une permanence de la symbolique qui s'exprime toujours la même et toujours différente, comme le dit Ovide. Omnia mutantur, nihil interit. Huc novis facilis signatur sera figuris. Nec mane ut fuera nec forma serva isdem. Sed tamen ipsa eadem et, animam sic semper eandem.
Es sed invaria doceo migrar figura. Tout change, rien ne périt. La cire malléable, qui reçoit du sculpteur de nouvelles empreintes, qui ne reste point telle qu'elle était et change sans cesse de forme, est toujours bien la même cire. Ainsi le principe vital, je vous le dis, est toujours le même, quoiqu'il émigre dans des formes variées. Me accent aigu-T. 15 165, 168 à 171. C'est alors assurément l'image du solide souple, de la terre glaise et de son Pygmalion, le potier, qui exprime le mieux cette capacité de la matière poétique, au sens étymologique, à évoluer par une série de métamorphoses, sans jamais se couper d'une sorte d'intention, d'élan initial. Entre les métaphores du tisserand et celles du potier, Platon y est particulièrement sensible. 3. Ainsi se crée un lien entre la littérature, le corpus iconographique, et l'architecture du cosmos. Ce sont autant de représentations du monde, que l'homme gréco-romain se donne à voir et donne à voir aux autres. Elles sont liées, mais chacune s'affirme dans sa coloration propre, sa spécificité. Le poème 64 de Catulle est un bel exemple de cette intertextualité, au sens étymologique. La virtuosité du poème réside dans la description, avec des mots, du voile tissé qui représente l'épisode des noces de Thétis et Pélée. C'est le processus même de l'ekphrasis. Mais derrière l'histoire littéraire apparaissent des motivations plus profondes. Le lien entre ces différentes formes d'expression artistique, c'est justement l'imaginaire, et plus précisément les structures de l'imaginaire. Le poète créateur, animé par son désir de mimésis, retrouve dans le textum de son texte, de son œuvre littéraire, le vaste textum du chant du monde. Le monde et le chant du monde sont en relation spéculaire. Et les variations, les chatoiements reproduisent à l'infini la bigarrure du cosmos dans son inépuisable fécondité. Mais cette variété se crée sur un fond de stabilité. La création obéit à des lois. Car tous ces mondes, tous ces récits s'organisent dans une monotonie sublime autour d'une tripartition où nous trouvons toujours les mêmes dynamismes organisateurs. Entre le monde du père, de l'exploit héroïque, et le monde de la mère, protecteur et fusionnel, le monde du fils voyageur apparaît comme une forme d'émergence qui se construit à partir des deux autres tropismes. C'est toujours la même chose, mais ce n'est jamais la même chose. Le chatoiement des situations, des trajectoires individuelles fait varier à l'infini ces grandes lignes de force, en elles-mêmes immuables, et répète le grand drame cosmique dans la bigarrure des destinées personnelles. L'art et la civilisation antique affirment qu'on n'a pas trop de tous les modes d'expression, de toutes les situations dramatiques pour dire la polysémie du monde, et des avatars de la création. 4. L'expression du sacré sera bien sûr un canal privilégié de cette Weltanschauung. Elle s'exprime dans le discours religieux, mais aussi, et bien plus étroitement que dans nos sociétés, dans la création artistique. Il est difficile de parler de la figure d'Apollon sans aborder les représentations iconographiques du dieu, qui constituent précisément le corpus essentiel à partir duquel nous le connaissons. Car les Grecs et les Romains sont des visuels, leur Weltanschauung passe par l'image, alors même que d'autres civilisations comme l'islam et à un degré moindre le monde judéo-chrétien auront beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'image. Donc, le monde gréco-latin a choisi le symbole visuel, parallèlement à un discours conceptuel. Les deux se complètent pour dire la complexité du monde, et on est impressionné par l'efficacité du symbolisme iconographique, de la sémantique de l'image qui évoque plus en un seul symbole qu'en un long discours. Là encore, l'herméneutique la plus heuristique sera bien souvent une méthodologie reposant sur l'analyse de ce que nous désignons par imaginaire. Les dynamismes organisateurs des images. On remarque alors que l'architecture antique se caractérise par son aptitude à créer des structures en poupée gigogne, dont la caractéristique est de sans cesse aller s'élargissant dans l'espace géographique, mais en reproduisant la même structure de base avec la même charge sémantique. L'architecture romaine l'atteste dans sa charge symbolique. Une peinture pariétale d'une villa pompéienne représentera un épisode mythologique, en lui-même signifiant, comme une sorte de support de méditation, pour le maître de maison ou ses invités. Par exemple, Hercule triomphant de Cacus, ou Thésée tuant le Minotaure, ou l'initiation au mystère de Dionysos représentée dans la Villa des Mystères. Autant de symboles des forces de l'élucidation sur les ténèbres ensauvagées. Mais cette peinture prend place dans une organisation de l'ensemble des peintures de la pièce où elle se trouve,
La chambre d'Ixion de la Villa dei Vetii montre par exemple, sur un mur, les figures des grands réprouvés et sur le mur opposé les figures du mariage mystique d'Ariane et de Dionysos. Entre les deux, au plafond, Apollon est le grand tisseur, celui qui réunit les contraires en leur donnant sens, puis la pièce S', inscrit dans le plan de la villa, qui ménage une subtile harmonie entre nature et culture par les transitions entre les jardins, les portiques et l'architecture proprement dite de la villa. La villa elle-même s'inscrit dans le plan de la cité, organisée entre accent aigu métrisation de l'espace public et labyrinthe intestinal de l'espace des ruelles où sont les demeures privées. La cité s'ouvre sur la campagne environnante, qu'elle géométrise par le travail des paysans, enfin, à l'échelle de l'Empire. Cette structure se poursuit à travers le plan hippodamien qui quadrille l'espace en même temps qu'il le définit et le fait échapper au monde ensauvagé. Du minuscule à l'échelle des continents, c'est le même processus transformateur et civilisateur qui est affirmé dans sa dimension cosmique. 5. Mais il y a plus. Ce n'est pas le moindre intérêt des méthodologies de l'imaginaire que de nous faire comprendre que, dans la société gréco-romaine, et contrairement à nos propres problématiques, il n'y a pas de solution de continuité entre les différents niveaux de l'activité citoyenne. Les actes du quotidien sont aussi chargés de sens que les activités religieuses ou artistiques, justement parce que tous sont immergés dans le même réseau sémantique. Boire, manger, chasser, labourer, tisser sont à leur manière des activités sacrificielles, qui mettent en relation le monde profane et le monde sacré. La logique est toujours la même, donner forme et sens aux forces qui nous entourent et devenir des acteurs dans la vaste pièce cosmique qui se joue autour de nous. On comprend alors la charge de sens qui entoure des actes en apparence aussi anodins que le travail des champs, celui des bergers ou la chasse. Avec des nuances liées à chaque activité, ils participent tous d'un même projet, civiliser le monde, le mettre en ordre contre les forces de la sauvagerie et de la barbarie. On peut le dire dans des poèmes comme les Bucoliques de Virgile, mais aussi tout simplement en pratiquant des activités qui commémorent au quotidien cette évidence symbolique. Manger, boire, sont des actes chargés de sens quand on se souvient que les nourritures des hommes, les nourritures méditerranéennes par excellence, le pain, le vin et l'huile, sont justement les nourritures métamorphiques, celles qui ont pour support une métamorphose de leurs constituants initiaux. Il faut que le grain meure pour que le pain existe, que le raisin meure en devenant vin, et ces alchimies sont des reflets symboliques de la grande croyance mystérique dans les métamorphoses du vivant, au-delà de la dualité de la mort et de la vie. Ainsi, manger devient un acte sacrificiel, et l'on comprend mieux que la mendication rituelle soit le plus souvent présente à la cérémonie du sacrifice religieux, depuis le sacrifice prométhéen jusqu'à la forme sublimée de l'Eucharistie judéo-chrétienne. À l'inverse, la chasse est une autre façon de lever un tabou. Elle n'est pas autre chose qu'une incursion dangereuse. La mort d'Actéon en est la preuve, dans l'espace ensauvagé, destinée à l'apprivoiser et à en rapporter les forces canalisées dans l'espace de la cité. La grande force d'une telle structure civilisationnelle, c'est de ne pas cliver les activités humaines, de les englober dans un vaste réseau de la paideia qui leur donne sens à toutes, des plus humbles aux plus sublimes. En ceci, le monde de l'Antiquité affiche sa tolérance, son humanitas et son souci de l'harmonie, rien n'est méprisable, insignifiant. La trajectoire humaine est posée en termes d'éducation, d'initiation, comme une progressive émergence. La politique est ainsi définie dans sa forme sa plus noble, celle que lui donnait Cicéron. Un souci de transposer la connaissance dans l'action. Lorsque la politique veut inverser un rapport naturel où la force prime le droit, elle se situe précisément dans la perspective qui donne sens à tout l'imaginaire gréco-latin. Rassembler ce qui est épars, faire de l'harmonie à partir du désordre, et dépasser le monde ensauvagé dans une forme d'organisation. Les textes antiques ne manquent pas, qui comparent l'homme d'État à un potier, un tisserand, un médecin, un laboureur, un cordonnier. Ce sont les structures de l'imaginaire qui nous permettent de comprendre le sens de cette chaîne culturelle et sociale ininterrompue. 6. Enfin, à mon sens, ces études ne prennent tout leur sens que si elles débouchent sur une lecture comparatiste, transhistorique, qui les accompagne et les éclaire. C'est la seule qui permet de saisir le devenir de cet imaginaire antique dans la totalité de sa complexité, dans ses métamorphoses, entre éclipses et ressurgissements. Il est clair que chaque société à son tour a porté un intérêt particulier sur un visage, une période de la civilisation gréco-latine.
La royauté naissante en France sait chercher des origines dans l'histoire de Francus, un compagnon d'Énée. C'est par contre la République qui a fasciné les acteurs de la Révolution française, et Saint-Just s'écriant dans son rapport sur Danton: « Le monde est vide depuis les Romains, et leur mémoire le remplit et prophétise la liberté. » Enfin, la structure impériale est parfois retrouvée en miroir, dans les sinistres réalisations de l'Italie fasciste ou du Reich allemand. La variété même de ces regards n'est pas dépourvue d'intérêt. Chaque période a vu dans le monde gréco-romain ce qu'elle y cherchait, ce qui lui renvoyait sa propre image. Voici qui nous incite à la prudence. Le regard que nous portons sur ce passé est bien souvent influencé, voire manipulé par nos propres systèmes de représentation, nos propres objectifs, avoués ou inconscients. Parce qu'elle va au-delà de ces relations directes, et qu'elle retrouve une archétypologie beaucoup plus générale, la méthodologie de l'imaginaire contribue à relativiser le regard porté, ce qui est le fondement même d'une démarche scientifique objective. L'imaginaire des Grecs et des Romains est certes indispensable à la compréhension, et surtout à la nourriture de notre propre imaginaire. Mais cette relation est en rhizome plus qu'en racine. Grecs et Romains sont nos frères, pas nos pères. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.